Bonsoir. On dira désormais NASLA, la National School of Local Administration, portée sur les fonds baptismaux le 12 mars dernier, vient mettre un terme au fonctionnement du CEFAM, le centre de formation pour l'administration municipale de Buea. La NASLA, c'est la résultante de l'accélération du processus de décentralisation qui commande que les collectivités territoriales décentralisées soient désormais dotées de personnel de qualité qui soit formé aux nouvelles exigences de la gestion des mairies et bientôt des administrations régionales. Pour les sceptiques, la NASLA ne serait qu'une coquille vide créée pour donner l'impression aux populations du nord-ouest et du sud-ouest qu'une ENAM bis existe à Buea. Fondamentalement, que va apporter la NASLA dans la formation des cadres de l'administration camerounaise? Dans le détail, que vaudra un cadre de l'administration locale face aux gros bras formés dans les grandes écoles de Yaoundé? Discussion ouverte avec notre invité ce dimanche, M. Tanitikou Enouatio Baye, directeur général de la NASLA, la National School of Local Administration. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, M. Ibrahim Chérif. Alors, la NASLA, c'est quoi à la fin? Une sorte d'ENAM de seconde zone? La NASLA, c'est l'École nationale d'administration locale. Et de par son appellation même, on voit que par essence, la NASLA est dans un créneau différent de celui de l'ENAM. Donc la NASLA ne saurait être un ENAM bis. Alors, on ferme le CEFAM, on crée la NASLA. C'est quoi le projet? La NASLA est créée pour s'arrimer à l'évolution de notre processus de décentralisation. Je crois que le CEFAM a été créé pour un contexte particulier et a formé des personnes qui ont rempli leur mission au moment où la décentralisation, où la déconcentration et le niveau de décentralisation se pose. Maintenant que nous avons passé, si je puis m'exprimer ainsi, à l'étape supérieure de la décentralisation, je crois qu'il était bon d'adapter la formation et le personnel de niveau local à la nouvelle donne. Il se passe que la NASLA est créée en pleine crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'objectif, c'est de contribuer à la pacification de ces régions. Quand on décide de créer comme cela avec beaucoup d'emphase, la NASLA. Je dirais aussi, mais pas seulement. Parce que le besoin, il était réel. Et le besoin, il est réel pour toutes les communes et même les régions de tout le pays. Mais en même temps, vous savez que la demande était forte des populations de ces deux régions lors des campagnes de l'émission de descente de paix du Premier ministre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Lors du grand dialogue aussi, nous avons eu cette forte demande. Et donc, il n'est pas mauvais de combiner les deux. Alors, 3 mois après la création de la NASLA et après votre nomination, peut-on savoir si l'école fonctionne ou pas? Oui, l'école fonctionne. L'école fonctionne d'abord parce que les élèves de l'ex-CEFAM qui avaient commencé leur formation continuent leur formation sous l'empire de la NASLA, mais sous le régime de l'admission. Donc nous avons la responsabilité de les accompagner jusqu'à la fin de leur formation. Mais aussi, il y a des préliminaires à mettre en place pour que la NASLA décolle. Et donc, ces préliminaires, ce n'est pas le jour de la rentrée qu'on va les mettre en place. Donc, à ce moment, nous sommes lancés dans de différents chantiers, qu'ils soient des chantiers d'organisation, financiers, ou bien même de préparation de modules et de contenus de formation qui font qu'en ce moment, l'école fonctionne. Alors, vous-même, vous êtes toujours basé à Yaoundé ou vous avez déjà pris vos quartiers à Buea? Une semaine ou je crois 10 jours après la nomination, j'étais déjà à Buea pour une prise de service technique et je ne suis plus reparti de Buea. Et que deviennent donc ces élèves de l'ex-CEFAM? C'est-à-dire qu'ils sont entrés, si l'on ose dire, sous l'ancien régime, ils sont là, il y a un nouveau régime en place. Au sortir de leur formation, que deviennent-ils? Au sortir de leur formation, ils vont rejoindre les communes qui les avaient parrainés à leur entrée au CEFAM. Mais en même temps aussi, je crois que ce qui est bon, c'est que le décret qui met en place la NASLA crée une équivalence de leurs diplômes avec ceux qui seront délivrés par la NASLA. Donc de ce point de vue, ils ne sont pas totalement dépourvus. Monsieur Tanitikou Enouatio Baye, directeur général donc de la NASLA, la National School of Local Administration, vous restez avec nous tout au long de cette émission. Vous répondrez aussi aux questions de nos internautes rassemblés par Elvis Bimba.
Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, incursion dans quelques mairies de Yaoundé, quel quotidien pour les agents municipaux et leurs patrons, les maires. C'est un reportage de Évariste Yenga, on va le suivre tout à l'heure. La semaine politique et sociale, le Parlement qui poursuit sa session à Yaoundé, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature, la lutte contre la pandémie du coronavirus et le don du Royaume du Maroc au Cameroun, la journée internationale de la musique et puis les obsèques du patriarche Victor Fotso ce week-end à Banjoun, entre autres sujets qui seront développés par nos chroniqueurs, c'est vrai Ale Gambele et Rodrigue Bertrand-Tueno. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. À tout de suite. Monsieur le directeur général, qui va-t-on former à la NASLA agents et cadres de l'administration locale, on nous le dit comme ça, mais ça a l'air bien vague. Oui. D'abord, l'innovation de la création de la NASLA, c'est ces cycles de formation initiale que le CFAM n'avait pas. Donc nous allons former pour des cycles A, B et C, des gens qui viendront en formation initiale chez nous. Donc nous allons recruter par voie de concours. Mais en plus de cela, nous avons 2 cycles supplémentaires, un cycle spécialisé donc de 3 mois maximum et un autre cycle de 6 mois maximum. Dans ces cycles-là, nous pourrons accueillir des gens actuellement en service dans les communes, dans les collectivités locales et même dans les régions qui ont besoin de formation continue ou bien de renforcement des capacités. Nous pourrons aussi faire des formations à la carte, spécialisées pour des cycles très courts. Donc vous voyez, la NASLA, nous balayons très large. C'est-à-dire que le minimum, c'est quoi? On a le bac, on entre à la NASLA, ou alors on a le BPC, on a le CP, on entre à la NASLA. On a le BPC, le GC Ordinary Level pour le cycle C. On a le bac, ou Advanced Level pour le cycle B. Et la licence ou First Degree pour le cycle A. Un autre problème qui se pose quand même, on a tendance à faire la comparaison avec l'ENAM ici à Yaoundé. La NASLA, comparée à l'ENAM, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que, on le disait tout à l'heure, ENAM bis ou alors ENAM des anglophones, c'est un peu comme ça que ça se dit dans la rue ici, faites vraiment la différence? Oui, la différence par essence, l'ENAM forme pour l'administration centrale, les services déconcentrés, l'État central. La NASLA, nous avons une autre cible qui est les administrations locales, qui est l'échelon décentralisé. Alors que l'ENAM, c'est vraiment pour les gens déconcentrés. Je crois que juste à ce niveau, on voit déjà la différence entre l'ENAM et la NASLA. Bon, maintenant, nous travaillons tous, nous formons tous pour les gens des démembrements de l'État. Je crois qu'avec la NASLA aussi, il faudrait éviter d'entrer dans une comparaison systématique avec l'ENAM. Nous avons l'intention d'innover. Le décret qui crée l'école donne la possibilité d'innover, déjà par l'organisation, la structuration de l'école, d'abord par les possibilités, différentes possibilités de cycles de formation qui sont ouverts à la NASLA, qui font que la comparaison avec les NAM systématiques, je pense, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Et donc, il faut que ça sorte de l'imagerie populaire qu'on a créé une ENAM bis à Buea. Non. À Buea, on a créé une école qui a une cible, qui a une mission qui est différente de celle de l'ENAM. Alors, le gouvernement dit accélération du processus de décentralisation. En même temps, on a la NASLA qui arrive. Quel pourrait être le rôle de cette école-là dans le processus de décentralisation? Justement, vous savez, le reproche ou le procès qu'on a souvent fait aux collectivités, c'était le manque de capacité à prendre en main les compétences ou les ressources qui leur sont transférées. Et donc, pour beaucoup, c'était l'une des raisons pour laquelle la décentralisation n'avançait pas ou on ne pouvait pas passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire que le personnel des communes était incompétent. Ça, c'est ce que les gens disaient. Je n'adhère pas, mais c'était ça. Maintenant, on dit on va accélérer la décentralisation. Pour ce faire, il faut des ressources humaines capables de prendre en main ces nouvelles compétences, ces nouvelles ressources qui arrivent, ces nouvelles missions. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de rendre une meilleure qualité de service aux populations à la base et désengorger et libérer un peu l'échelon central pour qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Et de ce fait, la création de la NASLA vient donc mettre à disposition de ces communes, de ces régions, ce personnel qui leur a tant fait défaut, si tel était le cas, pour qu'ils puissent
eux-mêmes maintenant, en fonction de leurs compétences, impulser donc cette décentralisation et pour qu'elle prenne vraiment son envol. Je voudrais vous proposer un sujet qui est une sorte de quotidien d'un de nos reporters quotidiens passés dans une ou deux mairies de la capitale ici à Yaoundé. C'est un zoom sur les agents municipaux en service dans les communes d'arrondissement. Ils racontent leur quotidien ainsi que les problèmes de formation auxquels ils sont confrontés. C'est dans ce reportage de Évariste Enga. Bâtiment d'avant-garde, façade futuriste, à vous faire croire que la mairie et ses agents communaux ont une bonne longueur d'avance sur la décentralisation, elle, encore sur ses premiers pas. Si le maître des lieux, débordant d'idées novatrices, tient à faire aussi rayonner le développement local, il lui manque cependant le personnel justifiant du profil de l'emploi. La plupart de nos mairies, vous trouverez assez de personnel recruté, mais pas véritablement de personnel qualifié. À la réalité, 95% des agents sont recrutés parce que le représentant des populations d'aujourd'hui a voulu témoigner sa gratitude à ceux qui l'ont élu hier. Après un maire élu, il faut bien satisfaire l'électorat. Marc Audi sort du lot. L'agent communal chargé de l'administration tient un rôle pivot. Son quotidien est déjà une routine. Je vais à mon bureau le matin à 7h30. Je m'assure d'abord que tous les collaborateurs placés sous ma responsabilité sont bel et bien à leur poste de travail. Et par la suite, on s'assure que le travail qui leur a été confié la veille ou bien le jour avant, que ces dossiers sont traités et suivis normalement. Pas mal, mais pas assez pour satisfaire la décentralisation exigeante en qualification plus relevée. La copie de cette mairie est quasi identique à celle de sa voisine de Yaoundé 7, même si l'on peut déceler ici les prémices de qualification. Augustin Menunga est un cadre moyen issu du CEFAM, l'ancien centre de formation pour l'administration municipale. Son quotidien de comptable n'est pas seulement addition, soustraction et multiplication sur la calculette. Tous les matins, quand j'arrive, je commence par le dépouillement des recettes qui ont été enregistrées au niveau de l'ordinateur à la veille. Dès que je termine de dépouiller, je les mets en comptabilité, c'est-à-dire dans les livres journaux. Et après, je tiens une comptabilité informatisée aussi. Après cela, s'il y a des dépenses, on me les transmet. Je passe toujours en comptabilité. C'est le receveur municipal qui est mon chef qui me transmet les mandats de paiement. Si elle a eu à payer des dépenses, elle me transmet ces mandats. Je passe en comptabilité manuelle et informatisée. Augustin, à l'image de tous les agents communaux du Cameroun, fait face à l'irrégularité des salaires. Les salaires des agents communaux dépendent des maires. Et vous voyez, les mairies, ils accusent des retards de salaire à tout moment. Il y a des mairies qui ont 4, 5 mois, 6 mois sans salaire. Ceci est dû au retard qu'accuse la fonction publique locale. Les agents techniques en sont aussi concernés, mais remplissent leurs fonctions. Mon rôle consiste à planifier et à programmer les actions de la commune à court et à moyen terme. Oui. À suivre l'exécution des activités, notamment les projets. Oui, c'est moi qui suis chargé du suivi des projets. Donc de bout en bout, de l'attribution jusqu'à la mise en œuvre. Face au défi de la décentralisation, le besoin de recyclage et de formation se fait sentir. Nous sommes appelés à faire un certain nombre de choses, à la coopération, à la production de richesses. Les communes devraient aujourd'hui être des moteurs de croissance, vous comprenez. Alors, pour que cela soit fait, il faut un personnel qualifié et il faut que ce personnel soit formé. Les attentes sont de plusieurs ordres. Attente des maires de la nouvelle école des spécialistes des collectivités territoriales décentralisées. Il faut qu'on permette, peut-être pour une semaine, parce que le système anglo-saxon fait quoi? On se dit, il y a dans cette école, on formait les gens pour faire ça. Mais on peut subdiviser cela. On dit, au mois de juin, du 15 au 30,
nous allons former les gens sur la rédaction administrative. Les communes, elles-mêmes se manifestent et envoient les gens. Ces enfants qui sont là, qui ont une base, qui ont déjà une matrice scolaire essentielle, peuvent maintenant donc être reformés. C'est pour ça que nous militons pour des formations sur mesure et sur peut-être même la déconcentration de cette école. En attendant, les agents communaux remplissent leurs fonctions à la mesure des aptitudes acquises avant la décentralisation effective. Monsieur le directeur général, alors, c'est un reportage qui vous parle. Oui. Les communes ont, quand on le voit comme ça, suffisamment de problèmes avec leur personnel. Alors, la NASLA est là, c'est vrai, mais sur l'immédiat, qu'est-ce que ça va donner? La décentralisation, elle ne vous attend pas. Oui, d'abord, M. Ibrahim Chérif, ce reportage me rassure. Il me rassure parce que les communes sont disposées à venir se faire former chez nous. Et l'intervention du maire qui a parlé en dernier aussi me rassure, parce que c'est exactement le sens de ce que nous préparons. C'est-à-dire, je vous ai parlé tantôt des formations à la carte, des formations de cycles spécialisés, des formations de cycles courts. Et puis la formation initiale. Donc je crois que nous sommes en phase et nous avons... Alors, vous imaginez que ici, c'est des communes de Yaoundé, on est en ville, c'est la capitale, elles sont peut-être un peu mieux loties. Regardez un peu, peut-être au niveau de la commune de Batouri, au niveau de la commune de Eumedjok, etc., etc. C'est un peu plus compliqué quand même au niveau du personnel. Oui, effectivement, mais d'abord, les besoins en compétences sont les mêmes. Parce que je crois que les missions, que ce soit une commune d'une grande agglomération ou une petite commune, d'abord les missions essentielles, fondamentales sont les mêmes. Maintenant, l'environnement démographique, politique et urbain peut faire qu'on développe d'autres compétences. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il doit y avoir une base de formation pour toutes les communes. Maintenant, tenant compte des spécificités de chaque commune, des besoins plus pressants et qui font la différence et qui pourraient être que dans la commune de Batouri, on ait plus besoin de X ou Z compétences en ce moment que tel autre, nous pourrons nous adapter. C'est pour ça qu'en même temps que nous formons, nous devons entretenir ce contact et ces échanges permanents avec les communes pour que nous évoluions ensemble. Et c'est dans cette mesure que nous pouvons combler leurs attentes qui sont nombreuses. Et il a parlé aussi des questions, l'un des intervenants des salaires. C'est un problème réel et c'est un problème qui limite aussi la capacité des communes à recruter du personnel sur le marché actuellement est bien formé. Et donc, je crois que dans ce microcosme, ou bien qui est cet environnement qui est celle du développement local, toutes ces choses-là vont ensemble. Mais est-ce qu'il n'est pas normal que les communes, justement, aient ce type de personnel parce qu'elles ne payent pas bien leur personnel? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas d'abord une question de disponibilité des moyens pour payer le personnel. Même les communes qui ont des moyens pour payer le personnel ont un certain type de personnel qui n'ont pas. Parce qu'il y a une formation qui permet de travailler. D'abord, il y a une question philosophique, ou bien d'approche. L'approche dans un service central ou dans une formation qui vous prédispose à travers l'échelon central est différente parce qu'il faut avoir une conception différente du développement et du fonctionnement de l'État. Et donc, on peut bien avoir les moyens, mais ne pas avoir sur le marché des gens capables de faire le travail qu'il vous faut. Donc, les moyens, oui, mais pour moi, ça serait un peu limitatif d'interpréter ça seulement sous ça. Alors, l'autre problème que soulève ce reportage, c'est que dans certaines mairies, dans beaucoup d'entre elles d'ailleurs, il y a des personnels qui sont là parce que simplement, personnel ayant peut-être soutenu le maire lors de la campagne électorale, le maire a été élu, il faut récompenser les alliés, les amis, etc. Comment est-ce qu'on gère ça dans une mairie? Parce que le maire a un peu cette obligation, j'allais dire morale, de faire venir ce personnel-là. Maintenant, objectivement, est-ce que ce personnel doit se retrouver dans des mairies? Oui, mais le maire, c'est un personnage politique. Et je crois qu'on dit dans la loi, les communes s'administrent librement. Il y a un minimum de critères, je suppose, sur lesquels le maire les recrute. Et même si la considération était essentiellement politique, je crois qu'au niveau local, la prégnance de la politique est très forte. Parce qu'il y a cette notion de proximité. Et donc c'est normal que le maire prenne ça en compte. Maintenant,
une fois recruté, et je crois que c'est là aussi où la NASLA entre en jeu. Une fois recruté, c'est au maire de dire, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce que je peux faire pour que vous nous apportez quelque chose, une plus-value à la mairie ou à la commune. Et en ce moment, c'est là où nos structures de formation qui permettent de faire une formation continue, à la carte, pour une durée plus ou moins longue, permettent au maire de nous saisir aussi d'initiatives. Parce que j'ai écouté le maire, c'est à nous, nous sommes en train de concevoir des problèmes. Mais en même temps, un maire ou des mairies peuvent se mettre ensemble. Il faut que les mairies aussi commencent à réfléchir de façon solidaire. Donc, ils peuvent entre eux s'échanger et dire, bon, pour cette période, voilà, je crois que nous sommes une dizaine de mairies qui avons besoin de telles choses. Donc, saisissons la NAS là et dit, préparez-nous un package qui permet qu'on envoie nos personnels en cette période pour que nous les formons. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, oui, il faut à ce moment peut-être faire, comme le maire l'a dit, en juin la rédaction administrative. Si sa priorité à lui est la rédaction administrative, que nous la mettons en juin, et qu'un autre maire a une autre priorité, et pour la période de juin, il a une activité qui fait qu'il a besoin de ce personnel-là. Vous voyez qu'il faut qu'il y ait aussi une certaine synergie au sein de mairie pour que tout ça se mette en musique. Vous envisagez de rencontrer les maires à travers la République? Oui, c'est notre intention. Vous savez, avec la pandémie du Covid, on a été très limité. Mais ce que nous avons fait jusqu'à là, c'est avec les CVUC, nous avons pris contact avec les CVUC. L'évolution de l'actualité politique a fait que certains responsables de cette organisation du Cameroun ne sont plus maires. Mais la chance que nous avons, c'est qu'il y a un de leurs vice-présidents qui est toujours en place, avec que nous entretenons des rapports très étroits. Pas plus tard qu'avant-hier, nous étions en communication, lui et moi. Donc. Alors, mais d'une manière générale, quel est le regard que vous, directeur général de la NASLA, et qui avait beaucoup travaillé sur les questions de décentralisation dans les services du Premier ministre notamment, quel est le regard que vous jetez sur le fonctionnement des mairies d'une manière générale au Cameroun? Jusque-là, est-ce qu'on peut dire que ça va plus ou moins un peu mieux faire? Je pense que nous sommes tous d'accord qu'ils peuvent mieux faire. Mais je ne pense pas aussi que ça soit essentiellement de la faute des mairies. Vous savez, pour avoir été aussi au service, à l'échelon central, il y avait une sorte de scepticisme vis-à-vis des mairies, et il y a parfois des réticences à céder des compétences ou des ressources aux mairies qui font que, en même temps, les torts sont partagés. Et donc, on ne saurait dire sans véritablement les mettre à l'épreuve et leur donner les moyens qu'il leur faut pour dire que c'est les mairies qui sont incapables. Je crois qu'il y a une question de changement de mentalité et de façon de concevoir les mairies. C'est par là qu'il faut commencer et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, au niveau de la NASLA, quel est votre agenda en ce moment? Vous êtes à Buea. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les délais? Bon, au quotidien, j'ai lancé plusieurs chantiers déjà. Le premier chantier est celui de l'organisation même de la NASLA ou du fonctionnement de la NASLA. Et pour ce faire, on a besoin d'un certain nombre d'instruments réglementaires sur lesquels nous travaillons. J'ai commis une équipe d'experts pluridisciplinaires et je crois que cette équipe a rendu sa copie. Donc, ces documents sont disponibles. Nous avons aussi un deuxième chantier qui était financier. Nous avons fait une évaluation sommaire, très rapide des besoins que aurait la NASLA. Nous avons été créés en plein milieu d'année. Et donc, il fallait aller jusqu'à la fin de l'année. Et donc, avec les missions supplémentaires que nous avons pour le passage du CFAM à la NASLA. Et ce travail aussi a été fait. Nous avons soumis une proposition au gouvernement des besoins prioritaires pour le lancement de l'école cette année, parce que l'ambition que nous avons avec notre tutelle technique, c'est de lancer l'école cette année. Nous pensons qu'il est bon que le chef de l'État ayant créé l'école en début d'année, qu'à la fin de l'année, on voit effectivement cette école opérationnelle. Et donc, toutes ces considérations financières, nous les avons soumises aux échelons des décisions. Nous sommes conscients que nous sommes créés aussi dans un contexte financier difficile avec l'arrivée du collectif. Donc nous essayons d'être mesurés dans nos demandes, mais en même temps, la décentralisation est un chantier prioritaire. Nous pensons qu'il faut qu'on la traite comme une priorité et que les ressources nécessaires soient mises à disposition pour que effectivement cette volonté du chef de l'État soit exécutée ou mise en œuvre. Et donc ces documents-là, c'est le deuxième chantier sur lequel nous avons travaillé. Eux aussi sont prêts. Maintenant, nous avons lancé la préparation des programmes de formation. Un peu plus compliqué. Et qui demande beaucoup de travail. Des experts universitaires, des fonctionnaires, des gens pétris d'expérience sont au travail
toujours dans nos échanges avec les collectivités, avec les CVUC, parce que, comme je l'ai dit, Covid oblige, nous ne pouvons pas aussi entrer en contact avec tous les maires comme nous l'aurons souhaité dans un cadre plus organisé, plus structurel. Et donc, à travers les représentants, nous avons soumis un certain nombre de demandes, des demandes de précision, des demandes de besoins. Nous avons reçu déjà, je suis content de l'annoncer, une première proposition que nous examinons, que nous allons intégrer dans ce travail de préparation des curricula et des programmes de formation. Maintenant, au quotidien, nous avons pris le relais de l'ex-EFAM. L'ex-EFAM nous a laissé quelques dossiers que nous avons instruits jusqu'à la fin. Nous avons parlé de la formation des personnes déjà... C'est-à-dire que vous arrivez, vous ne balayez pas tout. Non, nous ne balayons pas tout. Il est certes vrai que la NASLA, c'est la création d'une école. Donc, à mon avis, il y a une césure entre la NASLA et le CFAM. Sauf qu'il y a quand même une continuité de l'État, il faut que ces choses-là soient bien... il y a par exemple un personnel qui était là. Il y a un personnel qui était... bon, le texte qui crée la NASLA ne dit pas clairement ce que devient le personnel. Sauf que, si vous lisez ce même texte, il dit les élèves qui sont admis sous l'enseignement continuent leur formation sous le régime de l'admission. Logiquement, on ne peut pas continuer leur formation s'ils ne sont pas accompagnés de ce personnel avec lequel ils ont été recrutés, qui les accompagnaient. Donc, interprété comme ça, je pense qu'il y a une continuité. Mais à un moment, je pense qu'il serait bon, quand notre conseil d'administration sera mis en place, qu'une résolution soit prise sur ces personnels pour les reverser à la NASLA. En principe, je ne pense pas qu'il doit y avoir un problème parce qu'ils étaient aussi femmes, je crois qu'ils travaillaient de façon satisfaisante et rien en principe n'empêche que ces personnels soient repris par la NASLA. Donc je crois que la tendance est que ça soit le noyau du personnel de la NASLA qui pourrait utilement être complété parce que les missions, les structures ont grandi, ont évolué. Et donc je crois que c'est ça la tendance. Monsieur le directeur général, voici notre semaine politique telle qu'observée par la rédaction. Le Parlement, Cameroun et Maroc main dans la main contre le coronavirus, les nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Voici Séverin Alégambélé. Un coup de neuf dans la magistrature. Un décret du président de la République a procédé cette semaine au renouvellement des effectifs au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les membres titulaires et suppléants ainsi que le secrétaire ont été nommés pour animer cette institution censée assister le chef de l'État, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous autres constitutionnalistes, nous percevons que le président de la République élu de la nation tout entière, qui veille au bon fonctionnement régulier de tous les services publics de l'État, doit veiller à ce que le pouvoir judiciaire, composante étatique, soit garant par rapport à tous les autres pouvoirs. Au terme des dispositions de la loi de novembre 1982, l'organe en lui-même, de par sa composition, s'occupe de la carrière des magistrats. Il tient aussi lieu d'instances disciplinaires. C'est d'abord une mission de représentation. Il y a un deuxième aspect. Il s'agit d'une représentation dans une institution qui est présidée, il faut le dire, par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Paul Biya lui-même. Ça veut donc dire qu'il y a une interpellation particulière par rapport à la façon dont il faut servir à ses côtés, à cette échelle de responsabilité. Au Parlement, les élus n'ont pas eu assez de temps pour se reposer. Des projets de loi sont arrivés sur la table des sénateurs, mais surtout à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi rectifiant le budget de l'État en 2020 a été discuté et adopté par la Commission des finances. Et le président a donc pris cette ordonnance pour essayer de réaffecter les crédits, notamment pour privilégier certains secteurs, notamment tout ce qui est santé publique. En même temps, le chef de l'État a pris ce texte pour essayer de voir comment l'économie peut se restructurer. Parce que ce qu'il faut craindre, c'est que après la crise sanitaire, qu'il y ait une succession d'autres crises. Les ressources ont baissé. Comment est-ce qu'on pouvait réaffecter les différents crédits? C'est ce qui est dans l'ordonnance. Et nous avons été heureux, après la discussion que nous avons eue avec les membres de la Commission des finances, que cela a été adopté.
L'actualité politique cette semaine, c'est aussi l'évaluation des activités du Centre démobilisation, désarmement et réintégration du Nord-Ouest. Du point de presse donné à Bamenda par le coordonnateur régional du centre, Sixtus Ngapsa Nyuga, on apprend que plus de 150 ex-combattants ont été reçus au total. 32 sont déjà réinsérés dans la société. Retour sur ce plateau avec notre invité, le directeur général de la NASLA, la National School of Local Administration. Toujours dans cette semaine politique, je signale que le patriarche Victor Fotso, membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ancien maire de la commune de Banjoun, a été inhumé ce week-end à Banjoun, donc justement, au cours de cérémonies qui auraient pu être beaucoup plus grandes que cela, mais le contexte sanitaire en ce moment oblige. On comprend que les choses se soient passées aussi discrètement. Inhumation, obsèque du patriarche Victor Fotso, que vous voyez donc en image, et nous en reparlerons certainement dans le cours et des journaux de la CRTV et des autres magazines d'information de la maison. Mais monsieur le directeur général, maintenant nous allons attaquer les questions que vous posent les internautes, questions qui ont été rassemblées par Elvis Mbimba, internaute à travers le monde. Il y en a qui postent leurs questions à partir du Cameroun, d'autres à partir de l'étranger. Donc on y va tout go. Lucienne Zanga qui dit: quand aura lieu le concours d'entrée à la NASLA? On parlait tout à l'heure du fonctionnement de l'école. Vous envisagez de lancer le concours d'entrée quand? Comme je vous ai dit tantôt, M. Ibrahim Cherif, je crois que nous travaillons pour que cette année il y ait un concours. La fenêtre que j'entrevois, si toutes les diligences sont faites, c'est, je crois, dernier trimestre de 2020. Alors, Zoa Elonjean dit: quelles sont les filières qu'offre la NASLA? On en parlait un peu tout à l'heure, mais il faudrait peut-être développer. Qu'est-ce qu'on forme finalement là? Oui. Développer en ce moment où nous sommes en pleine préparation des programmes de formation et du curricula, à mon avis, serait un peu prématuré. Mais ce que je peux dire, c'est que nous savons qu'il y a quand même quelques compétences en termes d'administration locale dont les mairies, les collectivités, les régions ont besoin. On a des questions de finances locales. On a des services sociaux qui relèvent de la mairie, l'état civil, les services, autres types de services sociaux, la santé par exemple à un certain niveau. On a aussi des compétences à un niveau technique, l'aménagement du territoire par exemple, le développement durable. Vous savez, les matières non concessibles. Il y a une forte d'activité maintenant des ressources naturelles non concessibles qui sont de la compétence des mairies maintenant. Il faudrait aussi qu'il y ait des gens qui peuvent soit les fructifier, soit gérer les ressources issues de là, soit gérer ça de façon durable et pérenne. Donc nous avons tous ces vastes champs qui peuvent permettre de cadrer les formations. Mais les curricula seront prêts avant le lancement du concours? Oui, je crois que les curricula sont prêts avant et nous sommes suffisamment avancés. Nous sommes en train de mettre la dernière main avec les représentants des mairies et certains experts de ces questions sont en train de plancher sur les curricula, mais ils seront prêts. Freddy Djilo dit: quelle est la différence entre l'ENAM et la NASLA? On revient là-dessus. Quelles sont les conditions à remplir pour faire acte de candidature au concours d'entrée? Je crois que nous avons déjà suffisamment abordé la question de la NASLA n'est pas l'ENAM. Maintenant, les conditions à remplir. Je crois que le texte qui va portera ouverture du concours d'entrée va fixer les conditions. Mais elle ne devrait pas différer fondamentalement des conditions normales qu'il faut pour se présenter à des concours administratifs. Anzongo Hubert, l'intégration au sein de la fonction publique nationale sera-t-elle directe? Moi je dirais, sera-t-elle possible? C'est-à-dire que sortir de la NASLA, on pourrait intégrer la fonction publique nationale? Il faut absolument rester dans le local? Voilà. Je crois que fondamentalement, la NASLA a vocation à former pour un échelon. Et donc, vu sous ce prisme, l'idéal serait que les produits de la NASLA aillent directement à la fonction publique locale. Maintenant, en fonction de la qualité des formations que nous allons les prodiguer, notre ambition est d'avoir des produits capables de s'intégrer partout. Et je profite pour dire, je pense qu'il faut que nous évitons d'interpréter fonction administration locale comme simplement les services de la mairie
et des régions. À mon avis, il faudrait voir ça dans une acception un peu plus large. C'est-à-dire tous ces acteurs qui sont dans ces segments du développement local. Les collectivités certes, les régions certes, les ONG, les syndicats des communes, les partenaires du développement qui interviennent dans ce secteur. Donc je pense que si nous formons bien à la NASLA, il n'est pas interdit qu'un produit de la NASLA trouve un travail chez un partenaire de développement qui travaille dans le développement local. Et de ce point de vue, je pense qu'on pourrait intégrer la fonction publique locale. Oui, quand elle sera mise en place, il y a un travail qui est en train de se faire là-dessus. Si on est bien, si les passerelles existent, je pense qu'en principe, rien ne devrait empêcher qu'on fasse ce passage, si la formation le permet et si les instruments le permettent. Mais est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça pourra, au niveau de la NASLA, être une formation au rabais? Je pense que si on n'a pas encore vécu la formation à la NASLA, on ne peut pas le dire. Donc on attend voir. On attend voir. Mais ce que je précise, c'est le critère d'abord de sélection des formateurs à la NASLA. Je crois qu'il devrait permettre d'avoir des formateurs de qualité. Nous avons déjà, j'entrevois déjà comme ça, un défi qui serait comment convaincre les spécialistes et les meilleurs de peut-être partir de là où ils sont pour venir à Boyaki. Pour certains semble être un peu décalé, mais je pense que si nous vendons bien notre projet, on devrait avoir et des spécialistes calés et des praticiens calés. Et si vous payez bien aussi. Toutes ces choses vont ensemble. Mais je pense que la première chose, c'est avoir pour ambition d'enseigner dans une école d'un certain niveau. Absolument. Charles Bengondon Bégué dit pourquoi pas simplement une option administration locale à l'ENAM? Parce que, vous voyez bien, M. Ibrahim Chérif, l'essence même et les ressorts intellectuels qu'il faut pour travailler au niveau de l'administration locale, à mon avis, sont différents. Si on avait pris cette option, vous ne seriez pas directeur général. Mais je pense, plus important. Oui, mais je pense que peut-être il faut un directeur général parce qu'il faut quelqu'un qui s'occupe exclusivement de ça et donner à ce volet de formation la grandeur qu'il le faut. Si on le faisait à l'ENAM, le risque serait peut-être qu'on le fasse comme avec d'autres formations, alors que le faisant de façon autonome. Donc d'abord, il y a un volet politique qu'il ne faut pas ignorer, c'est donner de la visibilité, de l'importance et prendre en compte les désidérata des mairies, des communes niveau, qui sont au point des personnalités aussi de droit public, des morales de droit public. Et donc ce n'est pas un scandale à mon avis qu'on crée une école, c'est même logique qu'on crée une école pour former pour l'administration locale. Alors, Niki dit, le principe de l'équilibre régional sera-t-il respecté dans le recrutement des élèves au sein de la NASLA? Voilà. Première chose, il faudra l'objectivité. Mais, sauf que vous voyez, la NASLA a pour, peut-être, je voudrais, débouché principal. Les collectivités qui sont une unité plus petite que la région. Et en plus de ça, il y a aussi les régions. Il faudrait trouver cet équilibre qui permette à ce que toute la nation soit représentée au sein du recrutement de la NASLA, les régions aussi. Mais si nous nous limitons seulement aux régions, je prends un exemple, je ne dis pas que ça va arriver. Si nous recrutons sur une base d'équilibre régional pour le centre, nous avons une dizaine ou 11 départements, nous avons tous ces communes. Si nous restons au niveau de la région comme le cadre de compétition des candidats issus de ces régions, si tous viennent de 2 ou 3 départements, que deviennent les communes autres qui n'auront pas... Je crois que nous sommes en discussion et en réflexion pour voir équilibre régional, oui, objectivité, oui, mais aussi un mécanisme qui permet à au moins que tout le monde soit considéré et pris en compte. Peut-être il faut innover. Nous sommes dans quelque chose de nouveau. Peut-être faudrait-il déjà réfléchir, aller au-delà et faire des recrutements qui prennent en compte le découpage communal pour que aucune commune... Parce que M. Ibrahim Chérif, voyez-vous, si nous faisons 4 recrutements, 5 recrutements, et qu'une commune n'a reçu aucun produit de la NASLA, mais ou bien quelqu'un de là-bas n'est pas venu à se faire former, alors qu'ils ont la volonté, ils ont les moyens, ils veulent recevoir... Ça pose problème. Donc, il ne faut pas qu'on perde de vue cette vocation locale et cette... Locale et nationale. Locale et nationale. C'est une combinaison. À mon avis, c'est
tous les agrégats de ce volet local qui renforcent le national. C'est pris en compte de ces considérations locales. Dieudonné Bissohong, est-ce à dire que les étudiants ayant été formés au CEFAM vont se retrouver dans la rue? Là également? Non. Oui, je vous ai dit tantôt que pour ceux qui étaient de l'ex-CEFAM, la formation continue. Et puis ils étaient parrainés par les mairies. Je crois que donc, si ces mairies les ont parrainés et pour certains payent leur scolarité, c'est pour qu'ils regagnent ces mairies après. Ce qu'on peut faire, et ce que je pourrais conseiller aux mairies, c'est s'il y a des possibilités de les faire mieux former, ceux qui y sont déjà, qui veulent renforcer leur capacité, ou bien qui veulent maintenant faire des formations estampillées NASLA. Je ne pense pas que ce serait une mauvaise idée pour certains qui y sont déjà, les produits de l'ex-CEFAM qui travaillent déjà et qui pourraient sortir du CEFAM, revenir à la NASLA pour se perfectionner et acquérir des expertises que la NASLA pourrait les produire. Schlick Arthur, après leur formation, que deviendront les produits de la NASLA? Bon, si on pense par exemple à la future cuvée 2020, 2000, je ne sais pas combien, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Oui, je crois que premièrement, ce que tout le monde pense, c'est qu'il devait intégrer la fonction publique locale, qui est un chantier très important pour le gouvernement à ce moment, et que s'il aboutissait à ce moment, ça serait le cas pour certains. Maintenant, même sans la fonction publique locale, j'ai dit tantôt, s'ils sont bien formés, et si nous travaillons en collaboration avec les mairies pour prendre en compte leurs besoins, si le ministère de la tutelle technique, qui est aussi l'interface avec ces communes et qui coordonne, qui supervise tout ça, en liaison pour bien fixer le cadre qui permet à ce que les mairies aient des moyens pour recruter du personnel, et ces personnels formés à la NASLA, et qu'on mette en place des passerelles qui permettent à la fin de leur formation qu'ils intègrent les mairies dans un plan de recrutement qui aurait été arrêté en amont avec les mairies, les communes et même les régions, parce que nous avons tendance à oublier les régions, parce que ça sera aussi un débouché pour les produits de la NASLA. C'est un grand enjeu. C'est un grand enjeu. Alors, Fabrice Koyeb, pourquoi une école dédiée à l'administration locale? Les raisons sont-elles politiques ou structurelles? Oh, je crois qu'elles sont pragmatiques. C'est le bon sens. Le bon sens qui veut que si nous avons ces besoins pour un segment spécifique qui est celui de l'administration locale ou du développement local, il est logique qu'il y ait un cadre de formation qui s'adresse principalement à ces gens. Donc, compte tenu des considérations politiques qui peuvent exister et des raisons structurelles que nous avons déjà évoquées, qui auraient pu militer pour qu'on fasse cela, même par pragmatisme, je crois qu'il était important d'avoir une telle cas. Kwai Halidei dit, will you run your programs up to the level of master's degree? What will be the profile of your teaching staff? Well, I think that for now it is important that we do what we can for a start. That is, train our students for the level which the instrument setting of the school provides. We have our degree holders, we have our advanced level holders, and our ordinary level holders, and the continuous training. Everything. We will explore the possibilities of partnerships or opening up or anything in terms of the evolution of the school and what events may dictate. Now, concerning the quality of our staff, our ambition is to have both people who are well-grounded in theory, who can impart the theoretical knowledge, but also have a good dose of professionals who have practice, who have the day-to-day knowledge of these things, so that we combine them and have finished products that are capable of adapting in the new environment which we are sending them. C'était donc là la question des internautes rassemblés pour nous par Elvis Mbimba. Monsieur le directeur général, on va souffler avec la semaine sociale que je vous invite à regarder, avec toujours la lutte contre la pandémie du coronavirus qui tient le haut du pavé. La semaine sociale est signée Rodrigue Bertrand-Tuel. Le coronavirus a encore dominé la semaine sociale au Cameroun. Jeudi, cela faisait 100 jours que le Cameroun était monté aux barricades contre la pandémie. Un repère temporel que ne pouvait ignorer le ministre de la Santé publique qui a jeté un regard panoramique sur le chemin parcouru. 10 638 personnes testées positives, 7 548 guéries. Des opérations de dépistage qui s'intensifient au fur et à mesure que la décentralisation des sites de prise en charge passe de la parole aux actes. Illustration, le centre de dépistage du palais polyvalent des sports à Yaoundé. Nous pouvons constater que l'affluence augmente au jour le jour. S'il y avait d'abord un problème d'information,
Plusieurs personnes n'étaient pas informées. Maintenant, l'information a souvent circulé. L'implication de la population pour limiter la propagation du virus dans cette cité capitale peut se ressentir ici à travers le nombre de personnes qui viennent se faire tester. Ces centres fonctionnent certainement grâce à une partie des dons, comme ceux du Maroc, reçus mercredi à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, dépêché par le président de la République. Le même jour, les communautés religieuses de Yaoundé recevaient des dons du chef de l'État pour mieux accompagner les pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie. Mais pendant que les dons abondent, du côté du front de lutte contre le coronavirus, ils s'amenuisent tel peau de chagrin du côté des banques de sang, sévèrement anémiées par la pandémie. Le nombre de donneurs a drastiquement chuté. Ça s'explique par le fait que les gens ont peur de venir à l'hôpital faire un don de sang. Lundi, la célébration de la journée mondiale du don de sang a été l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Une sonnette qui a retenti 2 jours plus tard, cette fois pour la journée mondiale de lutte contre la désertification. Occasion pour le ministre de l'Environnement de démontrer que l'État ne reste pas passif face au phénomène. Nous avons un plan national de lutte contre la désertification. Nous avons sur le terrain les opérations Sahel Vert, que vous connaissez très bien, et qui consistent à reboiser les espaces, disons, qui ont été dégarnis de la verdure. Une journée pouvant en cacher une autre, celle de l'enfant africain a aussi été célébrée pendant la semaine. Dans la région du Sud, nonobstant des avancées significatives, le travail des enfants fait encore de la résistance. C'est mon père qui m'a envoyé de venir ici la brouette. Les gens qui sortent de la brouette, ils cherchent les sacs. Ma mère m'a envoyé vendre les bénis. Elle nous aide à manger à la maison. Voilà la semaine sociale au Cameroun, telle que vue par la rédaction centrale TV de la CRTV. Monsieur le directeur général, alors on parle de décentralisation depuis le début de l'émission. La NASLA est en plein là-dedans, dans le processus de décentralisation d'une manière générale. Est-ce que la décentralisation est un facteur d'intégration nationale? Oui. Ici, chez nous, on a tendance à opposer les deux. Oh, sans hésitation, je dirais oui. Je dirais qu'il est même paradoxal qu'on oppose les deux. Parce que si nous remontons d'abord même aux origines de la décentralisation, la Constitution de 1996, quelle est la raison de la survenance de la décentralisation? C'est pour permettre à tous les Camerounais de se retrouver dans cet édifice en tenant compte de leur spécificité, de la diversité, et permettre à ce que, de façon un peu plus autonome, qu'on s'occupe des questions locales au niveau local. Tout ça avec pour un objectif, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance. Car si on avait l'impression qu'en étant partie du Cameroun, on avait ce qu'on voulait au niveau local, par des gens que nous avons choisis nous-mêmes au niveau local et qui étaient dans cette relation de décentralisation avec l'échelon central. La meilleure qualité de service, la meilleure prise en compte des besoins locaux ne faisait que renforcer l'unité nationale et l'intégration. Donc, pour moi, il est paradoxal que plus tard, qu'on considère la décentralisation comme un risque pour l'intégration nationale. Ce n'était pas la raison pour laquelle on est allé à la décentralisation. Et je pense, et je demeure convaincu, que c'est un facteur d'intégration nationale. Dans le processus de résolution de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, on parle effectivement beaucoup de décentralisation. Pour vous, c'est la voie à suivre? Entre autres, oui. Parce que si nous avons suivi l'évolution de cette crise, nous avons suivi certaines revendications, il y a un fond de demande de plus d'autonomie. Et je crois que les solutions apportées jusqu'à là par le chef de l'État allaient dans le sens de répondre à ces besoins d'autonomie. Et donc l'accélération et l'approfondissement de la décentralisation qui permet de répondre non seulement à ces demandes d'autonomie, mais de mieux répondre, font que la décentralisation est un élément de résolution de cette crise-là. Alors, la NASLA, quand les cours vont véritablement commencer, vous parliez des curricula tout à l'heure, est-ce que, on va peut-être pas rentrer dans les détails des cours, le volet décentralisation, le volet, bien que les gens se reconnaissent chacun appartenant à telle ou telle mairie, à telle ou telle zone, mais est-ce que l'exigence d'unité nationale, par exemple, va être prise en compte?
Monsieur Chérif, je crois que le fait même de créer une école d'administration locale est déjà un facteur d'unité. Parce que quand vous allez venir de tous les horizons, pour venir vous faire former tous dans ce creuset de la décentralisation, la NASLA à Boya, toutes ces interactions, d'abord, vous apprenez à connaître les gens environnants, la population, vos camarades. Maintenant, le contenu des cours que vous allez tous collectivement suivre, qui aura un fort accent sur l'intégration nationale. Parce que c'est d'abord l'école de l'intégration nationale, comme je l'ai dit tantôt. La décentralisation n'est pas antinomique, il n'y a pas d'antagonisme entre la décentralisation et l'intégration nationale. Et je crois que les curricula de formation vont refléter cela, vont prendre en compte toute la diversité du Cameroun, mais avec une ligne directrice qui est que nous sommes dans un Cameroun intégré, que c'est une école nationale qui permet à toutes les sensibilités nationales de s'exprimer dans le cadre de sa formation et de mieux rendre le service qu'il est attendu de lui au niveau local. Ça paraît compliqué à comprendre, mais pour moi c'est très simple. C'est si au niveau local, nous parvenons à prendre une meilleure qualité de service et que les gens sont satisfaits, et ça passe aussi par l'input des produits de la NASLA qui permettront aux mairies d'être mieux performantes et mieux adresser les demandes de population. C'est l'échelon central qui en sort renforcé. Parce qu'à ce moment, beaucoup de récriminations qui sont faites au niveau central, qui parfois viennent de la trop grande distance entre les centres d'impulsion et les centres d'implémentation. Ce n'est pas un scandale parfois de voir, on nous dit on a passé un marché à Yaoundé, quelqu'un est venu à Yaoundé l'exécuter, ne l'a jamais exécuté, mais tout le monde sait que que tout est bon. À Yaoundé, nous savons que tout est bon, que tout est bien, alors que les populations sur le terrain n'ont rien reçu. C'est un exemple un peu caricatural, mais qui permet de voir comment au niveau local on peut bien faire les choses et soulager les échelons centrales. Alors il y a une autre, on va dire une préoccupation. Comment vous allez réussir à non seulement concilier, mais à gérer ces aspects-là? Il y a ce qu'on pourrait appeler l'esprit anglophone de la gestion de l'administration locale et un autre esprit plutôt francophone, plutôt jacobin de la gestion de cette administration locale-là. Vous vous retrouvez dans un carrefour, NASLA, École nationale, on gère ça comment? Première chose, je crois qu'il est bon que tous les apprenants de la NASLA aient des notions de ces deux approches philosophiques. Parce que ça leur permet d'être des acteurs de l'échelon local plus complet. Maintenant, en fonction des mécanismes de recrutement qui pourraient peut-être permettre de savoir déjà à la sortie du produit dans quelle mairie il ira, en fonction de ce que ce soit dans les zones statut spécial qui auront quelques innovations, quelques spécificités, on pourrait orienter leur formation dans ce sens. Alors que les autres qui sont justement dans cette tradition que vous avez dit plus jacobine, donc on aurait une base de formation, et puis on aurait peut-être des modules ou des matières spécifiques qui permettent à chacun de s'adapter au système, je dis ça comme ça, dans lequel il va évoluer, mais sans faire des vases clos, sans étanchéité, pour permettre à ce que l'on soit en train d'aller travailler dans les régions à statut spécial ou bien dans les 8 autres régions de Cameroun, que nous ayons tous les mêmes notions fondamentales. Parce qu'à la fois, je crois, le développement local et l'administration locale ont des principes fondamentaux qui, à mon avis, peuvent être assimilés par tout ce qu'on a tenu. C'est-à-dire que l'agent formé à la NASLA peut aussi bien travailler, disons, à Umojok qu'à Gari-Gombo? Oui, je pense que l'objectif, l'un des objectifs serait cela. Mais en ce moment, il faudrait que s'il est en train de travailler à Umojok, il puisse faire appel à ces compétences qu'il a acquises, qui étaient orientées justement vers ce qui se passerait à Umojok. Et que s'il se retrouve à Gari-Gombo, il pourrait aussi faire appel à ces compétences qu'il a déjà dans son baggage, qui font qu'il puisse aller travailler de façon sans handicap à Gari-Gombo, comme on le dit. Et puis en même temps, pour renforcer, je sens votre préoccupation, nous avons déjà, sans attendre le lancement effectif de cours de la NASLA, pour ce qui est des élèves actuellement en formation au CIFAM, instaurer un bilinguisme de contenu de formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les cours mis à disposition de nos élèves maintenant sont traduits.
L'un des premiers actes que nous avons posés, c'est renforcer notre cellule de traduction. Nous avons pris quelques jeunes traducteurs sortis de la STI qui nous rendent donc. Est-ce qu'il ne va pas être obligatoire finalement pour tout élève ou tout candidat à l'admission à la NASLA d'être bilingue justement? Dans le moyen, résoudre le problème. Dans le moyen terme, pourquoi pas? Mais à l'immédiat, est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il est même bon de penser qu'on puisse, dès cette année, imposer comme condition d'entrer à la NASLA le bilinguisme? Je pense qu'il n'est pas impossible d'apprendre une langue, ne serait-ce que les rudiments qui permettent d'être... Je vais tirer d'une expérience que j'ai vécue à l'INAM. Quand nous sommes entrés à l'INAM, j'avais des promotionnaires qui me... Je rappelle que vous êtes anglophone. Oui, les promotionnaires qui parlaient exclusivement l'anglais. Mais qu'à la fin de nos 2 ans de formation, qui s'exprimaient suffisamment en français parce qu'ils étaient dans cette interaction permanente avec nos autres camarades qui s'exprimaient en français. Et de l'autre côté aussi, nous avions des camarades qui ne connaissaient pas exclusivement francophone. 2 mots en anglais, mais qui ont au contact quotidien avec nous autres, avec nos enseignants de cours d'anglais, et avec un intérêt soutenu avec tous les autres outils qu'on avait, qui commençaient à dire... D'ailleurs, nous avons des camarades qui sont allés faire un stage professionnels dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour renforcer justement cette facilité à s'exprimer en anglais. Et au retour du stage, ils étaient... Donc, il y a des mécanismes qui permettent de, si ce n'est résoudre déjà dès le départ ce problème, quand même commencer à l'adresser de façon efficace. Monsieur le directeur général, 1 ou 2 questions avant de mettre un terme à cette émission. Vous êtes directeur général depuis mars dernier de la NASLA. Vous avez été installé, vous avez pris vos dossiers. Quand vous regardez la tâche qui va être la vôtre, vous vous dites, je ne vais pas remettre en cause votre compétence, mais vous vous dites, j'ai la capacité d'aller jusqu'au bout. Je crois que j'ai d'abord la volonté. J'ai la volonté d'aller jusqu'au bout. Et en plus de cette volonté, j'ai la chance d'avoir une certaine expérience d'une administration de haut niveau qui est le service du Premier ministre. Ça m'a permis de me frotter à un certain nombre de dossiers qui permettent d'avoir une vue large de l'administration, connaître le fonctionnement, tout ça. Et tout ça, avec ça, je peux jouer. J'ai aussi l'avantage de penser que le contexte sociopolitique du moment s'y prête. Les gens veulent voir réussir la décentralisation. Et donc, tout est en train de se mettre en place pour que cette tâche qui au départ peut sembler, parce qu'en réalité elle est immense la tâche. Il faut bâtir une école. Mais c'est aussi un avantage de bâtir une école parce que nous faisons quelque chose qu'on n'a pas fait avant. On peut innover, on peut créer, on peut même se tromper. Mais l'avantage de se tromper à ce moment, c'est qu'on n'aura pas d'éléments de comparaison pour dire tel avait mieux fait. Donc on a moins peur de se tromper. Et je crois que toutes ces choses mises ensemble, avec la volonté de réussir, peuvent nous permettre de remplir la mission. Alors vous savez ce qui se dit à propos des patrons des écoles, grandes écoles notamment. Est-ce que vous avez la capacité de résister à la pression? Le concours va être lancé bientôt. Vous savez ce que je veux dire? Oui. Monsieur Chérif, je pense qu'on ne travaille pas chez le Premier ministre pendant 18 ans sans avoir quand même acquis un certain... Les anglophones chez nous disent « have a backbone ». Il y a des décisions difficiles à prendre. Il faut les prendre. À un certain moment, il faut prendre les risques. On ne peut pas contenter tout le monde. Et donc, sous cet angle, je ne me fais pas de soucis. Je pense qu'il y a un travail à faire. Vous êtes préparé à ça. Et si vous êtes objectif, même les gens qui seront mécontents de vous, dans leur fort intérieur, reconnaissent quand même que le danger, c'est de ne pas donner satisfaction à certains sur des critères subjectifs et en donner à d'autres. Si les critères sont les mêmes pour tout le monde, en ce moment, je crois qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on est quand même protégé. Monsieur Tanitikou Enouachou Baye, directeur général de la NASLA, la National School of Local Administration, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo. Et merci de votre disponibilité. Merci, monsieur Ibrahim Chérif. Je crois que je peux quand même profiter pour dire un mot à la fin. Je vous en prie, allez-y. Et ce mot, il est destiné aux acteurs du développement local. Les communes, les régions, les ONG.
les ONG, tout le monde. Je crois qu'on a souvent dans mon cheminement, dans cette question de décentralisation, rencontré beaucoup de visionnaires qui croyaient en la décentralisation, qui avaient de l'ambition et qui étaient face à cette résistance ou réticence à lâcher du lest de certains. Et l'impression que j'ai, c'est que le contexte actuel a fait évoluer les choses. Donc c'est une opportunité de vraiment s'investir dans la décentralisation. Il a fait marcher. C'est-à-dire que la machine de décentralisation est en branle. Est en branle et elle est lancée. Il faut que ces visionnaires-là ne se découragent pas, qu'ils profitent et qu'ils profitent aussi du fait que nous avons un outil maintenant qui permet de combler l'une des lacunes principales qui était l'absence des ressources humaines. Je crois qu'il y va de l'intérêt du Cameroun que la décentralisation réussisse. Fin de cette émission en ce dimanche 21 juin 2020, jour de la fête de la musique, et vous serez servi sur les antennes de la CRTV. Ce soir, après le journal télévisé, ce sera musique à gogo sur notre antenne. Bonsoir, bonne semaine, à dimanche.